Alors, bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce nouveau webinaire du RISIC du 5 juin 2024. Mon nom est Marc-André Maheu-Cadotte, je suis directeur exécutif pour le RISIC et je suis accompagné aujourd'hui de Mme Josée Côté et de Mme Céline Gélina, qui sont toutes les deux directrices scientifiques pour le RISIC. Je vais vous présenter notre conférencière dans quelques instants, mais avant, simplement vous informer ou vous rappeler que, comme lors de chacune de nos activités, vous pouvez utiliser la fonction Q&A, questions-réponses, ou Q&A au bas de votre écran et pour poser vos questions à notre conférencière, et ce, tout au long de l'activité. Il va y avoir une période d'échange à la fin de l'activité et où je pourrai transmettre vos questions à notre conférencière. Donc, sans plus attendre, le webinaire d'aujourd'hui s'intitule Les revues rapides, utiles, nécessaires, rigoureuses, et il nous est présenté par Mme Bicline Nguyen. Donc, Mme Bicline Nguyen est étudiante au doctorat à la Faculté des sciences infirmières de l'Université de Montréal, sous la supervision de Mme Anne Bourbonnais et de M. Boris Broumans, ainsi qu'infirmière praticienne spécialisée en soins de première ligne. Elle est détentrice d'une maîtrise en recherche en sciences de la santé, d'une maîtrise en sciences infirmières et d'un DESS en soins de première ligne. Ses intérêts en recherche sont inspirés de sa pratique clinique et portent particulièrement sur l'organisation des soins et des services de santé, ainsi que sur le vieillissement et sur les enjeux sociaux qui y sont associés. En 2019, elle a reçu le prix Florence Relève de l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec à titre de reconnaissance pour son implication et sa contribution comme infirmière de la relève, tant sur des plans cliniques, en enseignement, en gestion qu'en recherche. J'ai personnellement eu la chance de l'entendre présenter sur ce sujet il y a quelques années, donc je suis vraiment très, très content qu'elle ait accepté notre invitation aujourd'hui de venir parler des revues rapides. Donc, merci beaucoup, Mme Nguyen, d'être avec nous. Je vous laisse la parole et je vous retrouve à la fin de l'activité pour la modération des échanges. Merci beaucoup, M. Maheu-Cadotte. Merci d'ailleurs au RISIC de m'avoir invité pour présenter ce webinaire scientifique et le titre a été bien présenté. Merci beaucoup. Alors, j'aimerais remercier en fait ces organismes qui m'offrent un soutien durant mes études doctorales. Et d'abord, un petit mot sur le sujet des revues rapides. J'aimerais préciser pourquoi c'est un sujet qui m'a intéressée durant le doctorat. Comme IPS en CHSLD, j'ai été malheureusement sur le terrain, mais malheureusement, on va dire ça comme ça, sur le terrain durant la désorganisation de la COVID-19, donc dès la première vague en mars 2020. Et à ce moment-là, on n'avait pas de résultats probants pour nous aider, nous guider dans notre pratique et c'était très insécurisant comme professionnel de la santé. Et c'est grâce en fait à des revues rapides qu'on a pu débuter des traitements pour traiter spécifiquement la COVID-19 qui était complètement nouveau pour nous. Donc, c'est ça qui m'a suscité en fait l'intérêt de m'intéresser aux revues rapides et depuis, je l'ai approfondi comme sujet. Donc, je viens aujourd'hui vous présenter le fruit de ma compréhension de mes lectures et de mes réflexions. Alors, les objectifs de la présentation sont de se familiariser avec le contexte d'émergence des revues rapides, mieux connaître les buts, les définitions, les caractéristiques de celles-ci, apprécier les différences entre une revue systématique des écrits sur l'efficacité d'intervention en comparaison avec les revues rapides et amorcer une réflexion critique sur l'utilité de celles-ci dans le cadre de futurs projets de recherche. Le plan de la présentation, mais je vais débuter par simplement une introduction, présenter ce que c'est une revue rapide, parler du contexte d'émergence, parler des méthodes et des différentes approches. Je vais présenter certains outils pour augmenter la validité de celle-ci ou la qualité des éléments rapportés dans les publications. On va regarder des scénarios cliniques également ensemble qui vont être très intéressants et un peu ludiques. Et finalement, on va terminer avec les avantages et les limites de cette méthode de synthèse de connaissances pour finalement conclure. Alors, mon introduction aux revues rapides. D'abord, j'aimerais ça peut-être susciter un peu de réflexion. Donc, quelle est l'utilité de réaliser des revues rapides? Quelles sont les similarités et les différences entre une revue rapide et une revue systématique des écrits? Est-ce que c'est possible de conserver la notion de rigueur? Et si oui, de quelle façon? Alors, situons d'abord ce que sont les revues rapides. Ben, c'est une méthode de synthèse des connaissances. Donc, globalement, ces méthodes permettent de mieux comprendre l'état des connaissances qui existent, de proposer un cadre théorique pour une étude empirique, mieux situer la problématique de recherche qui permet ainsi de justifier la pertinence de notre étude selon l'état des connaissances. Il existe vraiment toutes sortes de méthodes de synthèse de connaissances, puis il y a beaucoup de terminologie précise
pardon, il y a beaucoup de diverses terminologies, mais ce qu'il faut savoir, c'est que chacune a un objectif précis. Dans le cadre de ce webinaire, le but n'est pas évidemment de faire l'éventail de tous les types de méthodes de synthèse de connaissances, mais plutôt de situer où la revue rapide peut s'inscrire par rapport à d'autres. Alors, c'est quoi une revue rapide? Je vous présente deux définitions, mais il en existe beaucoup. Il n'y a pas de consensus à l'heure actuelle. Alors, je vous présente d'abord une qui date un petit peu de 2010. Donc, une revue des écrits qui utilise des méthodes accélérées ou rationalisées comparativement à des revues systématiques des écrits qui sont pour plusieurs un gold standard, si on veut dire, si on peut dire. Puis, la définition plus récente, celle qui est utilisée par le groupe Cochrane, ce serait qu'une revue rapide est une forme de méthode de synthèse de connaissances qui accélère les processus par rapport à une revue systématique traditionnelle à travers une simplification ou même omettre certaines méthodes dans le but de produire des résultats probants pour des parties prenantes d'une façon efficace, plus efficiente en fait au niveau des ressources. Pour vous donner une idée, une revue rapide, on parle d'à peu près d'une durée d'à peu près entre 1 à 6 mois. Donc, c'est vraiment, vraiment court et c'est souvent commissionné par quelqu'un sur le terrain, donc des décideurs, des personnes qui ont besoin de prendre des décisions euh, souvent urgentes sur le terrain. Alors, il y a plusieurs terminologies. Donc, vous voyez ici le nuage de fréquence. Tricot et Hall ont fait en 2015 une étude qui visait en fait à étudier 82 revues des écrits qui utilisent des méthodes dites rapides. Et ils ont vu que dans 34 études sur 82, on utilisait le mot Rapid Review, mais il y avait également Rapid Evidence Assessment, Rapid Systematic Review, Rapid Health Technology Assessment, et pour tous les autres plus petits mots que vous voyez, c'était prévalence de 2 ou moins. Donc, il y a beaucoup de terminologie, comme vous pouvez le voir. Même si l'étude date de 2015, il n'y a pas tant d'écrits en ce moment sur les revues rapides depuis. Il y a également, dans la même étude, on rapportait une grande variabilité des méthodologies qui étaient utilisées. Si vous regardez en turquoise, c'est les méthodes qui correspondent à ce qu'on s'attend normalement quand on fait une revue systématique des écrits de type Cochrane. En orange, c'est les méthodes qui ont été simplifiées. Et en rouge, c'est les méthodes qui auraient dû être rapportées, qui n'ont pas été rapportées dans les écrits. Donc, on voit qu'il y a, de un, beaucoup de variabilité dans les méthodes, mais ce qui est un peu préoccupant, c'est la qualité des éléments rapportés. Donc, il y a une omission des fois dans les publications de dire ce qui a vraiment été fait. Donc, au niveau de la transparence des méthodologies, des méthodes utilisées, ça serait un point à améliorer certainement. Alors, je commence avec une petite question quiz. Il y en a 3 dans la présentation. Donc, une revue rapide peut-elle être systématique? Donc, vous voyez le sondage. Je vous invite à répondre. Je ne sais pas si ça fonctionne, mais ça dit 0 sur 1. Je ne sais pas si c'est correct ou pas. Les réponses ont commencé à entrer Ah, et super. stabiliser. Donc, on ne va pas arrêter le sondage. Excellent. Merci beaucoup. Vous devriez voir les réponses jusqu'à maintenant. Donc, 86% des participants ont dit oui et 14% ont dit non. Merci de le préciser parce que je ne vois pas actuellement les réponses, mais très bien. Merci beaucoup. Donc, effectivement, une revue rapide peut être systématique. Et là, ça dépend de qu'est-ce qu'on entend par systématique. Si on dit je réalise une revue systématique de type Cochrane, un type de méthode de synthèse de connaissances, ben là, c'est vraiment la méthode dont on parle. Mais si je dis je réalise une revue de façon systématique, si on fait référence à un processus standardisé avec des étapes qu'on suit et qui permettent de limiter les biais, à ce moment-là, on parle effectivement aussi de quelque chose qui est fait, d'une revue qui est faite de façon systématique. Donc, une revue rapide suit des étapes et donc peut être réalisée de façon systématique, comme on peut dire qu'il y a des revues de la portée systématiques, par exemple, et qu'il y a des revues de la portée qui sont rapides également. Donc, rapide veut dire qu'on va simplifier, donc omettre simplifier certaines étapes, finalement.
Excellent, vous êtes bon. Ici, c'était un tableau qui est issu de l'article de Fontaine et Al, un excellent article qui parle des méthodes de synthèse de connaissances, entre autres. Puis, je voulais vous parler de la définition des revues systématiques d'efficacité d'intervention, ce à quoi je vais faire référence dans le reste de la présentation. Et donc, les revues rapides, je sous-entends que c'est des revues rapides d'efficacité d'intervention également, que je vais nommer RR, et revues systématiques que je vais nommer RS ou SR. Donc, les revues systématiques d'efficacité d'intervention, c'est vraiment quand on se demande c'est quoi l'effet d'une intervention sur quelque chose. Alors, le contexte d'émergence de la revue rapide, alors, il y a un intérêt qui est vraiment marqué depuis à peu près une décennie, donc une dizaine d'années, mais on en recense depuis la fin des années 90. Ça vient répondre à un besoin parce que réaliser des revues systématiques traditionnelles, c'est très coûteux en termes de ressources humaines, financières, matérielles, en termes de temps. Ça prend des grandes équipes. Puis l'autre chose, c'est que les revues systématiques, il faut rapidement et régulièrement les mettre à jour. Donc, mettre à jour à tous les 2 ans une revue systématique, alors que ça prend à peu près le même nombre de temps à en faire une, ça devient un peu difficile. Donc, les revues rapides viennent en réponse aux défis des revues systématiques, puis également vont répondre à un besoin particulier dans un contexte de crise. Actuellement, il n'y a pas de consensus sur les définitions ou sur la meilleure approche méthodologique à prendre. Et pour vous donner une idée, Tricot et Hall, ils ont recensé une cinquantaine d'approches différentes et dans celle-là, il y avait 16 seulement qui avaient été recensées plus d'une fois. Donc, ça illustre vraiment une variabilité des méthodologies, ce que j'expliquais plus tôt. Les utilités de la revue rapide, donc, répondre à des urgences cliniques, évaluer une nouvelle technologie à un nouveau programme, c'est aussi pour guider les interventions, mais pas juste ça. Il y a des revues rapides sur les politiques de santé, les programmes de santé publique, et ça vise à vraiment pallier le temps et les ressources limitées pour conduire une revue systématique traditionnelle. Pour vous donner une idée, une revue systématique d'efficacité d'intervention selon Cochrane coûterait à peu près 100 000 US à réaliser. Le temps nécessaire, on parle de 6 mois à 1 an pour une moyenne de 1139 heures de travail, ce qui équivaut à peu près 163 jours de travail. Donc, on exclut les vacances, la fin de semaine, les journées qu'on est malade et tout et tout. Ça prend une équipe de chercheurs expérimentés, des coordonnateurs de recherche dans les très grandes équipes. Tout se fait avec 2 chercheurs indépendants qui font la recherche chacun de leur côté pour la sélection des écrits, pour toutes les étapes d'extraction, d'interprétation, d'évaluation des biais. Et il y a l'implication d'un 3e chercheur indépendant. Il y avait des conflits avec la sélection des écrits. Et c'est très recommandé, en fait, d'avoir l'expertise d'un bibliothécaire et d'un biostatisticien. Donc, on voit que ça demande quand même beaucoup de ressources. Les étapes d'une méthode de synthèse de connaissances, je vous présente celle-ci. Selon les écrits, il va y avoir d'autres types de terminologie utilisée ou des noms différents d'étapes, mais ça ressemble un peu à ça. On commence par établir la question de recherche, donc on cerne le problème. Si on veut, on définit le problème de recherche. Ensuite, on va établir les critères d'éligibilité par rapport aux études qu'on va vouloir inclure pour en faire la synthèse de connaissances. Après ça, on va rechercher les écrits avec une stratégie de recherche documentaire dans les bases de données. Une fois qu'on a les écrits en main, donc on va vouloir les sélectionner par titre et résumé. Ensuite, selon le texte complet, on va extraire les données des études qu'on a retenues suivant cette sélection-là. On va évaluer la qualité et les risques de biais et finalement faire la synthèse et la publication, faire le rapport et les recommandations. Donc, c'est les étapes généralement qui sont effectuées là, lors d'une méthode de synthèse de connaissances, peu importe le type, généralement. J'ai regroupé dans le tableau suivant, en fait, les raccourcis possibles que j'ai retrouvés dans les écrits pour réaliser une revue rapide. En ce moment, il n'y a pas énormément d'écrits sur les effets de ces raccourcis-là, donc on ne sait pas trop quels impacts ils peuvent avoir. Mais donc, j'ai regroupé par étape les raccourcis possibles. Donc, par exemple, quand on est à la première étape, c'est d'établir là où les questions de recherche et de définir le problème de recherche, on peut se dire qu'on va faire un projet qui est peut-être plus petit. Donc, on va limiter le nombre de questions de recherche. Quand on regarde à définir les critères d'éligibilité des écrits, on pourrait se dire,
OK, ben moi, je vais pas aller chercher les études qui ont été non publiées dans les journaux scientifiques avec révision des pairs. Je pourrais choisir de limiter les années de recherche, de limiter le type d'études, donc de ne pas inclure tel type d'études. Je pourrais dire également que je retiens seulement les articles en anglais. Ensuite de ça, quand je vais dans les bases de données, je pourrais me dire, ben, je vais seulement me concentrer sur les bases de données essentielles ou peut-être même je vais me limiter à une seule base de données. Je pourrais également me dire que je ne chercherai pas manuellement dans les listes de référence pour trouver par boule de neige d'autres articles. Il existe également des bases de données qui font déjà des synthèses de résultats. Je pourrais utiliser ça, ça pourrait être moins long. Je pourrais retenir seulement des études que le full texte, le texte complet est disponible, donc pas aller chercher, si, exemple, dans la base de données, je vois juste le résumé, l'abstract. Donc, je pourrais dire, ben, je vois pas le full texte qui est disponible, donc je ne prends pas cette étude-là dans ma méthode de synthèse de connaissances. Après ça, quand je suis rendue à la sélection des études, donc par titre résumé ou même après ça, dans l'autre étape, par texte complet, on pourrait dire, je fais cette étape-là seulement avec une personne. Je pourrais décider aussi de ne pas faire d'exercice pilote, pas faire de calibration, donc de tester mes guides de sélection des écrits. À l'extraction des données, je pourrais aussi dire, je pourrais faire la même chose que le raccourci précédent, donc à un chercheur et ne pas faire d'exercice pilote. Je pourrais décider aussi que quand j'ai une étude, je pourrais limiter le nombre d'informations que je veux aller chercher puis mettre dans mon tableau pour faire mes recommandations. L'évaluation de la qualité, je pourrais décider de ne pas la faire du tout. Et au niveau de la synthèse, donc par le rapport final, je pourrais dire, ben, je vais limiter le nombre de recommandations que je vais faire, puis je vais m'en tenir à seulement tel sujet ou à tel type de résultat. Donc, ça, c'est les raccourcis possibles que j'ai recensés là, dans les écrits. Est-ce qu'il y a une meilleure approche? En 2017, Tricot et Al, toujours le même groupe de chercheurs avec Cochrane, ont décidé de tester en fait et de proposer, faire un sondage international auprès de 113 personnes avec des backgrounds, je ne sais pas comment dire autrement, là, mais un bagage varié. Et donc, ils ont décidé de faire une synthèse de 40 revues rapides et de présenter en fait ces méthodes-là aux personnes concernées. Puis, il y a 6 approches en tant que telles qui ont été votées. Maintenant, je vous en présente seulement 2. L'approche 1 serait la plus consensuelle. Donc, on voit qu'il y a des choix qui sont faits au niveau de la recherche dans la littérature. Donc, ça serait seulement, en fait, d'utiliser plus d'une base de données, mais seulement les écrits qui sont publiés. On pourrait limiter les dates et la langue. On pourrait faire la sélection des écrits à une personne, faire l'extraction à une personne, mais une autre personne vérifie ce qui a été fait. Et pour l'évaluation de la qualité, même chose, une personne le fait et l'autre personne le vérifie. Donc, il y avait certaines approches comme ça qui étaient suggérées. Donc, vous voyez quand même que c'est quand même pas parfait. On voit qu'au niveau de comprehensiveness, c'est quand même 2 sur 6, donc c'est moins favorable, mais au niveau de la faisabilité, au niveau de la qualité, c'est mieux que les autres approches qui ont été suggérées. Par rapport à cette même étude-là, il y a 2 effets qui ont été recensés, documentés. Donc, si on dit qu'on sélectionne les écrits à un chercheur, il y avait un degré d'erreur de 8 à 20 des études, donc qui n'étaient pas retenues, pas retracées, mais ça a permis d'épargner 60 du temps. Est-ce que ça a eu un effet sur la qualité? On est incertain. Si on décide d'extraire les données à un chercheur, au lieu de dire on extrait à un chercheur, mais une personne vérifie, donc à 2, mais avec des étapes abrégées, on a un degré d'erreur de 22 et on épargne 36 du temps. Il n'y aurait pas eu d'impact selon ce qui a été rapporté là, dans ce rapport-là de Tricot et al. 2017. Donc, deuxième question quiz, vrai ou faux? L'implication des décideurs dans le processus de revue rapide est recommandée, bien que ce soit très exigeant et peut ralentir la recherche. La question a été lancée. On commence à Oui, recevoir des réponses. excellent. Merci. Je vois le sondage, mais je ne vois pas le pourcentage.
Donc, les réponses se stabilisent très, très tranquillement. On va pouvoir mettre fin au sondage. Donc, on a 70% des gens qui ont dit vrai et 30% des gens qui ont dit faux. Super. Mais la réponse, c'est vrai. C'est vrai qu'il faut impliquer les décideurs. C'est vrai aussi que ça demande du temps et que c'est exigeant et que ça peut ralentir la recherche. Mais il faut se rappeler qu'à la base, les revues rapides sont commissionnées la plupart du temps par les décideurs. Donc, ça vient des terrains. Et donc, il faut vraiment impliquer les décideurs pour être sûr que ça répond à leurs besoins. Et par rapport à ça, Moore et collaborateurs en 2018 ont réalisé une étude pour voir à quel point les revues rapides étaient réellement utilisées 3 à 6 mois après leur publication et c'est 89 des revues rapides qui avaient été utilisées. Et pour celles qui n'avaient pas été utilisées ou déployées ou en processus de, c'est parce qu'il n'y avait pas eu le temps, les gestionnaires, de les appliquer. Donc, c'est d'autant plus important d'impliquer les décideurs, surtout quand on sait que notre recherche ne restera pas tablette. Donc, oui, c'est vrai. Alors, comme vous avez vu jusqu'à date, il y a énormément, en fait, il n'y a pas de consensus, il y a énormément de différentes terminologies, méthodologies, définitions. Donc, depuis 2015, le groupe Cochrane s'efforce à développer une méthode qu'on dit standardisée. Donc, ils ont fait des travaux pour proposer au final 26 recommandations intérimaires pour guider la réalisation de revues rapides. Donc, c'est des éléments, des recommandations qui ont eu un niveau d'accord modéré à élevé parmi les personnes qui ont sondé. Et donc, les travaux portaient sur, en fait, il y avait une revue de la portée pour définir c'était quoi une revue rapide, pour parler des méthodes, aborder les méthodes à utiliser et évaluer, entre autres, est-ce que ce serait correct de limiter les études seulement en anglais? Est-ce que ce serait correct de sélectionner les écrits à un chercheur? Et pour ce faire, ils ont fait des sondages à l'international et des méthodes Delphi pour le choix des méthodes à privilégier. Alors, les étapes de la revue rapide. Je vous présente la méthode de Cochrane. Il y en a d'autres, mais celle-là semble être celle qui est le plus utilisée et du moins celle qui est le plus accessible à ce stade-ci. Donc, les étapes, je ne vais pas toutes vous les redire, c'est pas mal la même chose, mais je vais porter l'attention sur l'étape 2, qui est d'établir les critères d'éligibilité. Donc, on voit qu'il y a quand même la recommandation 2 à la recommandation 9 qui porte sur cet aspect-là. Et donc, il y a d'autres recommandations qui sont moins importantes que celles-ci. Donc, on voit vraiment que l'importance de bien établir les critères d'éligibilité pour la validité de l'étude. Alors, étape 1, donc établir les questions de recherche. Qu'est-ce que nous propose le groupe Cochrane? Donc, comme je le disais dans le quiz précédent, donc d'inclure les parties prenantes tout au long de l'étude pour toutes les décisions. On utilise le PICO. Il s'est recommandé de faire approuver le protocole par la Cochrane Collaboration et de le publier soit dans le Prospero ou le Open Science. C'est une question de transparence des méthodes. Et c'est recommandé également d'utiliser les logiciels pour faire des revues des écrits pour détailler, faciliter le processus. Au niveau de l'étape 2, donc, on va prioriser évidemment, encore une fois, les besoins selon les besoins des données probantes. Et les recommandations sont idéalement de ne pas limiter les dates de publication. Donc, si on limite les dates d'études, il faut vraiment le justifier, dire pourquoi on le fait cliniquement, méthodologiquement. Et Marshall et Hall, ils ont vu que si on limitait les dates de publication, on risquait de ne pas détecter des études pertinentes et ça faisait des changements dans les résultats de méta-analyse. Donc, le moins possible de limiter les dates de publication. On peut par contre limiter le nombre d'interventions, le nombre de comparateurs et s'en tenir aux résultats les plus importants. On peut se limiter seulement à l'anglais et dire qu'on pourrait en ajouter d'autres au besoin, mais ce serait correct de se limiter seulement à l'anglais. La seule chose, c'est que s'il y a des sujets qui seraient pertinents, par exemple la COVID-19 qui a débuté en fait en Asie, exclure par exemple des études écrites en chinois ou en d'autres langues asiatiques, ça aurait des effets par exemple sur les conclusions. Mais en général, globalement, pour l'ensemble, le fait de limiter la langue à l'anglais aurait des effets minimaux sur les conclusions, sauf dans les cas particuliers, comme je le disais. Et c'est aussi recommandé d'inclure évidemment les études qu'on considère de grande qualité, comme les études contrôlées randomisées et les revues systématiques.
À l'étape 3, évidemment, ça prend l'aide d'un ou d'une bibliothécaire d'expérience. C'est recommandé de limiter les bases de données selon le sujet. Donc, le groupe propose Central, Medline, Embase et d'ajouter aux besoins PsycInfo et Sinal. Puis on pourrait, tu sais, c'est des choix qui sont rationalisés. Donc, il faut, comment je dirais, utiliser son jugement pour décider quelle base de données on retient ou non. La stratégie de recherche devrait être révisée à 2 chercheurs, par contre, et on pourrait se dire qu'on limite les recherches dans la littérature grise, donc de ne pas la consulter et en fait, d'y aller vraiment selon les besoins, mais ce ne serait pas une erreur de ne pas utiliser la littérature grise selon le groupe Cochrane. À l'étape 4, donc la sélection des écrits, c'est recommandé de faire dans les 2 cas, tant pour titre et résumé que pour la partie avec l'article en entier, de faire un exercice pilote avec un calibrage pour l'ensemble de l'équipe. Après ça, quand on est rendu à sélectionner les articles, on peut abréger certaines étapes. On peut se dire, on va le faire à 2 chercheurs de façon indépendante en double pour 20% des résumés, mais pour le reste, pour le 80%, on pourrait faire ça à 1, parce que là, on se serait calibré, on aurait fait de l'exercice pilote. Et on pourrait, avec le deuxième chercheur, réviser les exclusions. Donc, un processus similaire pourrait se faire avec l'article entier. Donc, finalement, ce n'est pas recommandé de faire la section des écrits à une seule personne. Ça se fait à 2 chercheurs, mais avec des étapes un peu réduites. Pour ce qui est de l'étape de l'extraction des données, donc un chercheur va extraire les données, l'autre va vérifier ce qui a été fait. On peut se dire qu'on va limiter, comme je le disais plus tôt, au minimum les données qu'on veut extraire des études. Puis on pourrait considérer aussi d'utiliser des données extraites de revues systématiques déjà existantes. Donc, on sauverait du temps de cette façon-là. À l'étape d'évaluation des biais, donc on va utiliser un outil validé pour dire si on pense qu'il y a un risque faible, modéré ou élevé. Un chercheur pour rechercher les biais et un autre pour valider cette évaluation-là. Et on va limiter l'évaluation aux résultats les plus importants. Et finalement, quand on est rendu à la synthèse, donc de faire le rapport, c'est bien important d'avoir réfléchi déjà à la cible de publication. Comment est-ce qu'on va planifier la rédaction de notre article? Comment on va organiser les sections? Comment on va présenter les résultats dans les tableaux? Comment qu'on va le faire? Donc, le fait d'y avoir réfléchi, puis même de l'avoir amorcé au fur et à mesure qu'on fait l'étude, va permettre de sauver du temps. Il y a d'autres écrits, comme je disais, sur les différents raccourcis qu'on peut utiliser. ABL, je trouvais ça intéressant de vous le présenter. Eux, ils mettent vraiment l'accent sur les critères d'inclusion. Ça rejoint quand même la recommandation de Cochrane à l'étape 2 que je disais que la majorité, ben, une bonne partie des recommandations portaient sur les critères d'éligibilité, donc les critères d'inclusion des études qui doivent être clairs, très, très clairs, pour que ça soit clair pour tout le monde, quelle étude qu'on inclut et celle qu'on ne retient pas. La calibration, l'exercice pilote est essentiel et il recommande évidemment, c'est logique, d'utiliser des méthodes qui réduisent le plus possible les biais. Donc, on pourrait décider de faire une étude plus petite, mais de ne pas trop simplifier les processus à l'intérieur. On pourrait limiter les éléments qu'on extrait, comme je le disais, ou restreindre le type d'étude. C'est bien important de travailler avec une équipe qui est expérimentée et qui comprend bien les attentes des parties prenantes. Puis, plus on est efficace, évidemment, moins on perd de temps, hein, il n'y a pas de secret là-dedans. On a Kelly et Al qui ont conduit, en fait, ils ont fait une étude pour voir si les revues rapides publiées jusqu'à date étaient de qualité et se rapprochaient aux lignes directrices du Prisma et Amstar qui ont été sont des outils pour les éléments rapportés dans la publication pour les revues systématiques des écrits. Donc, ils ont voulu explorer ça et voici les résultats. Donc, je vous présente les images rapidement. En gros, c'est que si 100% des études avaient rapporté ce critère-là, on verrait la pointe de la toile d'araignée remplie jusqu'au ras-bord. Donc, ce qu'on voit ici, c'est que selon l'outil Amstar, il y a beaucoup d'éléments qui ont des lacunes qui n'ont pas été rapportés, par exemple. Si on regarde pour l'outil de Prisma, c'est un peu la même chose. Donc, il y a très peu d'éléments qui vont dans le 90-100%, plusieurs qui sont près de 10%, 20%, 30%. Et ils se sont demandé aussi est-ce qu'il y avait une différence entre les études qui étaient publiées ou non. Donc, publiées en vert,
rouge non publié, donc il n'y a pas une très, très grande différence. Et quand on regarde pour le Prisma, donc les couleurs changent, les études publiées sont en rouge et les études non publiées en pointillés bleus. On voit quand même que c'est un peu mieux, mais qu'il y a pas de, ça couvre pas l'ensemble du rond. Donc, en 2019, voyant qu'il y avait des difficultés en lien avec ce qu'on doit rapporter dans la publication, il y a l'outil STAR qui a été publié pour aider, guider les choix, se questionner sur les choix. C'est pas très long, ce guide-là, il fait 2 pages. Je vous ai présenté la première page. Et il y a aussi le Prisma Rapid Review qui est en ce moment toujours en développement. J'ai fait la recherche là, hier pour être sûr qu'il n'y avait pas une publication qui était sortie entre-temps. Et depuis 2018, il est toujours en développement. Euh, donc, on l'attend. Alors, je suis rendue à vous présenter 3 scénarios. Je me suis inspirée de l'étude de Wagner 2017 pour monter ça un peu. Donc, on se prête à l'exercice comme lui a fait dans son étude. Donc, je vous présente 3 scénarios, puis je vous demande quel est le risque acceptable pour vous. Alors, c'est l'étude qui portait en fait, c'est est-ce qu'on va échanger la validité pour de la rapidité, puis à quel point on est capable d'accepter un certain risque de réaliser une revue rapide versus une revue systématique des écrits traditionnels. Alors, on peut faire une revue systématique. Elle va prendre 18 mois, puis on va se dire que hypothétiquement, elle est 100% parfaite. Donc, ça, c'est notre revue systématique. Puis d'un autre côté, on pourrait dire, on fait une revue rapide, elle va durer 3 mois, il y a des risques potentiels de biais et d'erreurs, il y a des risques potentiels sur l'efficacité, sur la sécurité. Ça pourrait mener à des mauvaises décisions et à des dépenses peut-être inutiles de l'argent des contribuables. Mais peut-être qu'on n'a pas le temps d'avoir 18 mois et de faire une revue systématique traditionnelle. Donc, je vous présente 3 scénarios. Ces scénarios-là ont été présentés à 325 utilisateurs de connaissances, la majorité des décideurs dans 33 pays. Donc, il y avait d'abord le traitement clinique. Donc, on a un nouveau médicament pour une maladie chronique qui a une prévalence de 3 dans la population. Actuellement, il n'y a pas de traitement efficace. Il y a un potentiel que ça ne soit pas efficace pour tous les patients qui sont atteints de la maladie. Puis il y a des effets secondaires importants, puis c'est très cher. Et ça, c'est le premier scénario. Deuxième scénario, on pourrait faire une intervention en santé publique qui est un nouveau vaccin pour prévenir un type de cancer. Il n'y a pas d'études sur le long terme, puis c'est très cher. Puis finalement, en prévention clinique, on a un nouveau médicament d'une classe qui est déjà connue et largement utilisée pour prévenir les maladies cardiovasculaires. Le médicament en tant que tel coûte un petit peu plus cher que les autres dans la même classe. Puis c'est pas clair si c'est meilleur ou pas que les anciens médicaments, mais c'est un nouveau médicament quand même. Donc, ça, c'est les 3 scénarios. Et donc, je vous demande, si vous étiez un de ces décideurs-là, quel pourcentage de risque ou de perte de validité est-ce que vous seriez prêt à accepter si on réalisait une revue rapide au lieu d'une revue systématique des écrits? Donc, moins de 5 entre 5 et 10 entre 11 et 20 entre 21 et 30 entre 31 et 40, 41 et 50 et plus de 50 On a lancé le sondage, les réponses commencent à entrer tranquillement. Je vais vous dire lorsque la majorité des gens auront répondu. Merci. Encore peut-être 4 ou 5 secondes et on va fermer le sondage. Donc, on voit une certaine distribution. Donc, on voit que la majorité des gens ont dit qu'ils étaient prêts à accepter. Donc, 39% des gens, donc un peu plus du tiers, ont dit qu'ils étaient prêts à accepter entre 11 et 20%. Ensuite, on a à peu près l'autre tiers des gens qui ont dit entre 5 et 10%. Et on a 11% des gens qui ont dit moins de 5%. Donc, on pourrait dire que la majorité des participants au sondage se situaient dans la moitié inférieure des choix de réponse possibles. Et quelques-uns, donc on parle à peu près de 14% des gens qui ont dit plus de 21%. Excellent. Mais je vais vous montrer sous peu c'est quoi que ça a donné dans cette étude-là.
Alors, les réponses des 325 utilisateurs, donc la majorité, se sont retrouvées au niveau des trois scénarios à 5 à 10 en majorité. Donc, on parle d'à peu près, si je regarde là, au-dessus de 50 là, dans les trois scénarios qui accepteraient un 5 à 10 certains qui ont accepté, en fait, l'autre majorité, des fois 11 à 20 ou moins de 5 quelques-uns qui ont accepté jusqu'à 41-50 d'acceptation de risque. Et si on regarde une certaine répartition, donc on voit que ça se situe pas mal autour de 10. Donc, c'est de dire que selon cette étude-là, évidemment, on s'attendrait, les personnes qui ont été sondées s'attendraient que les revues rapides soient par rapport aux revues systématiques au moins 90 de qualité, donc ils accepteraient un 10 de risque, là, plus ou moins. Donc, c'est quand même intéressant ces résultats-là. Alors, moi, je vous demande, en fait, si on avait, est-ce qu'on s'attendrait au même niveau de validité selon qu'on ferait un type de revue différent ou selon les conséquences potentielles de l'application des résultats qu'on pourrait obtenir? Par exemple, si on fait une revue rapide sur l'impact psychologique de l'isolement durant la COVID-19 et comment le réduire, est-ce qu'on aurait la même tolérance au risque? Et si je vous demandais, c'est quoi les impacts de ChatGPT sur l'éducation? Est-ce qu'on aurait cette même tolérance au risque que le 10 de nos décideurs là, qui ont été sondés? Alors, on est rendu à la synthèse de l'atelier. Donc, les avantages de la revue rapide. Ben, ça guide rapidement, hein, ça se dit rapide, ça c'est pas mal un consensus, une revue rapide, c'est rapide. Ils vont guider rapidement un besoin urgent ou prioritaire. C'est plus économique au niveau du temps, des ressources qu'une revue systématique. Donc, le temps est réduit, l'équipe est plus petite, le budget est restreint. Et quand c'est bien réalisé, avec des études qui sont incluses de bonne qualité, donc la validité va être plus grande que l'étude seule, l'étude primaire seule. Comme c'est une étude qui va émerger d'un besoin du terrain et qui va être normalement revalidée en collaboration, ben, on va s'attendre aussi que les résultats soient plus facilement appliqués au terrain. Les critiques de cette méthode, ben, il n'y a pas encore de consensus sur la meilleure méthode. C'est des études donc qui sont réalisées plus rapidement, donc plus rapidement posent des questions sur la validité. Est-ce qu'il y a un risque de biais qui est plus grand? On a un risque effectivement de ne pas inclure des études qui pourraient être pertinentes et qui pourraient changer les conclusions. Il y a une étude intéressante de Reenan et Al en 2018. Ils ont pairé des études revues rapides et revues systématiques sur le même sujet. Donc, 16 pairs. De ça, il y avait deux études qui avaient des résultats différents entre revues systématiques et revues rapides. Ils ont aussi constaté que dans les revues rapides, les rapports étaient moins détaillés que dans les revues systématiques, ce qui rend en fait très pertinent là, les outils en développement sur comment est-ce qu'on rapporte les méthodologies, les méthodes qu'on a utilisées dans le rapport. Donc, manque de transparence des méthodologies utilisées qui a été trouvé et les protocoles ne sont pas toujours publiés. Donc, les avantages de la revue rapide doivent contrebalancer les biais possiblement induits. Alors, pour conclure, est-ce que les revues rapides sont utiles? Ben, c'est certain qu'avoir une revue rapide, c'est toujours mieux que d'avoir rien du tout. On l'a vu, en tout cas, moi, je l'ai vu dans ma pratique comme IPS en stage SLD, comment on était dépourvus des patients qu'on ne savait pas trop quoi leur donner comme antibiotique, est-ce qu'il fallait donner de la thromboprophylaxie pour éviter les caillots, parce qu'au début, on ne savait pas du tout hein, que le COVID était pro-inflammatoire et pro-thromboembolique. Donc, quand on a constaté qu'on perdait 50 de nos patients sur des embolies massives ou sur des AVC ou sur d'autres causes mystérieuses, mais c'était très soudain, puis que là, on a commencé à donner de la thromboprophylaxie, donc de Venox et Parine aux patients, ben, on a constaté en fait une amélioration du taux de survie dans les deuxième, troisième vagues et par la suite. Donc, en tout cas, pour moi, je dois dire que les revues rapides sont venues sauver un peu mon sentiment de sécurité et les patients à ce moment-là. Est-ce que c'est nécessaire? Ben, je pense que ça répond à un besoin qui est là, surtout dans un contexte de crise, quand on pense à la COVID-19, évidemment, mais Ebola, euh, ces contextes-là ont favorisé l'émergence, ça répond à un besoin. Puis est-ce que c'est rigoureux?
Mais ça dépend toujours, hein? Ça dépend toujours c'est quoi les méthodes, comment est-ce que c'est documenté. C'est ça. Je pense que l'avenir va en fait améliorer les processus. Il y a de plus en plus d'intérêt autour des revues rapides. Je vais répondre à cette question-là, ça dépend. Alors, voilà. Merci pour votre écoute et je suis disponible pour les questions et les commentaires. Merci beaucoup, Madame Nguyen, pour votre présentation qui a permis d'avoir, je pense, un survol extrêmement intéressant de cette méthode-là, que je pense que vous disiez assez bien au début, qui est quand même relativement récente, donc il y a peu de gens qui connaissent. Puis je pense que quelque chose que vous avez fait bien se ressortir, c'est que même dans son utilisation en ce moment, on voit une très, très grande, une importante variabilité dans la manière que cette méthode-là est opérationnalisée, qu'elle est utilisée par les gens. Donc, comme Mme Nguyen vous le mentionnait, on est rendu à la période de questions-réponses. Donc, je vous invite à poser vos questions directement à notre conférencière en utilisant la fonction questions-réponses QR au bas de votre écran et je pourrai les poser. Avant de commencer à prendre les questions, commencer à rentrer, simplement vous préciser que l'enregistrement en fait, la présentation aujourd'hui est enregistrée et son enregistrement va être déposé sur notre site Internet dans les prochaines heures pour une rediffusion. Donc, on pourrait aller déjà avec une première question, en fait, de Mme Gélina. Donc, merci beaucoup pour votre question. Puis, qui se questionnait par rapport spécifiquement à la tâche de vérification, d'extraction des données et d'évaluation des billets. Donc, elle aimerait peut-être en savoir un peu plus sur en quoi est-ce que consiste cette tâche-là exactement dans la réalisation d'une revue systématique, puis dans le cas d'une revue rapide plus spécifiquement. Peut-être quelles modifications est-ce qu'on apporte un peu à cette tâche-là? Donc, est-ce que cette vérification-là se fait à l'aveugle de l'évaluateur principal? Et cette vérification-là, est-ce qu'elle se fait sur 100% des écrits ou est-ce qu'on vise normalement un certain seuil minimal? Donc, par exemple, on va vérifier 15, 20 ou 25% des écrits seulement. Donc, qu'est-ce qu'on voit en ce moment au niveau des recommandations? Oui, attendez, peut-être que je pourrais repartager mon écran. Pas long. Euh, je sais pas si... OK, donc, vous voyez, je vais reculer rapidement. Donc, dans le tableau en tant que tel que j'avais présenté, je m'excuse, hein, Donc, OK. Donc, au niveau de l'extraction des données, donc ça correspond à quand on se retrouve avec des écrits. Donc, on a fait de la sélection des études par titre, par texte complet. Et là, on a un certain nombre d'études à analyser. Donc, on va généralement établir certains éléments qu'on va vouloir avoir l'information dessus, qui vont correspondre à nos questions de recherche généralement. Donc, c'est les éléments qui vont nous aider à répondre à nos questions de recherche qu'on va extraire. C'est sûr qu'il y a certains éléments plus génériques du genre qui est l'auteur principal, de quel pays il est, quel est le type d'étude. Mais généralement, ce qui nous intéresse au fond, c'est d'extraire sur les questions de recherche. Donc, normalement, cette étape-là se fait à deux personnes en indépendant, chacun de son côté en double. Et là, dans une revue rapide, on pourrait se dire, ben, c'est une personne qui fait le travail au complet, puis l'autre personne pourrait vérifier ce qui a été extrait pour voir si ça fait du sens. Mais à ce stade-ci, comme je le mentionnais, il n'y a pas de consensus sur la meilleure façon de le faire. On voit qu'il y a beaucoup de variabilité, mais c'est des exemples de ce qui pourrait être fait. Au niveau de la qualité, de l'évaluation de la qualité des écrits, même chose, on pourrait dire c'est juste une personne qui le fait. Donc, va utiliser des outils comme Grade, par exemple. Donc, ils vont utiliser les outils qui correspondent au type de devis de l'étude, au type d'étude. Puis, on va regarder est-ce qu'il y a des biais. Est-ce que ça a été rapporté, par exemple? Est-ce qu'on a une inquiétude par rapport à l'étude? Ça se pourrait se faire à une personne ou ça pourrait ne pas se faire du tout. Et là, c'est des choix rationalisés qu'on fait comme chercheur de se dire est-ce que j'ai le temps de faire cette étape-là? Est-ce que je privilégie d'autres étapes versus d'autres? Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais Merci Oui, beaucoup. merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, on va pour la collecte de données. En ce moment, ce qu'on sait, ce qu'on propose, c'est qu'une personne la fasse au complet, une autre personne la vérifie. Et après ça, pour les autres détails de la vérification, de ce qu'on comprend, c'est un peu laissé à la discrétion de l'équipe. L'évaluation exact. est un peu la même chose. Ça va peut-être répondre à une autre question qu'on avait lue dans le chat également. Donc, même l'évaluation de la qualité pourrait être une étape qu'on pourrait en fait omettre complètement dans le cas d'une revue rapide, si on pense que c'est justifié.
Ça a été documenté effectivement, puis après ça, c'est propre au jugement de chaque personne. En autant, en fait, l'important, ce qu'il faut retenir, c'est que les choix qu'on fait, il faut qu'ils soient expliqués et faut qu'on puisse voir le raisonnement qui a mené à pourquoi je fais ce choix-là versus un autre, qui est en ce moment pas très bien détaillé. C'est pour ça que c'est dit qu'il manque des fois de transparence dans les rapports de publication, qui fait que quand on n'a pas l'information, on ne peut pas évaluer si ça a été bien fait ou non. Peut-être que ça a été bien fait, mais c'est juste pas écrit dans le rapport, donc on ne peut pas apprécier si ça a été bien fait ou non. Donc, on entend bien ici l'importance de la transparence dans les méthodes qui sont choisies, dans les choix derrière les méthodes. Tout à Alors, fait. autre question, simplement vous mentionner, donc on a quand même plusieurs félicitations et remerciements dans le chat, donc de Mme Dominique Beaulieu, de Mme Josée Chénard et de Mme Émilie Bergeron, en fait, qui vous remercie pour cette présentation-là, qui était très pertinente, très claire et très intéressante. Et justement, Mme Émilie Bergeron qui nous dit qu'elle est elle-même bibliothécaire médicale, qu'elle a collaboré à plusieurs revues systématiques avec des équipes et qu'elle se dit impressionnée par la rigueur et la clarté de vos communications et qui vous félicite. Ah, ben merci beaucoup. Merci à vous tous. Donc, on a une autre question qui nous vient cette fois-là de M. Charles Bilodeau et qui se questionne un peu sur les mesures qui peuvent être prises pour assurer, on pourrait dire, l'indépendance scientifique des recommandations qui sont issues des revues rapides. Donc, vous nous mentionnez au départ très, très bien que souvent les revues rapides proviennent des besoins du terrain, donc des demandes des décideurs. Donc, comment est-ce qu'on peut faire pour s'assurer un peu de l'indépendance, peut-être entre des besoins parfois qui sont très, très spécifiques du milieu, ou les impératifs du milieu, les ressources qui sont disponibles, les contraintes, et après ça, ce que nous, on va pouvoir formuler comme recommandation à partir de ce qu'on trouve dans les écrits. Est-ce que les gens parlent un peu de cette collaboration-là, décideurs, chercheurs, comment est-ce que ça se passe? Non, j'ai pas lu à ce sujet-là. Par contre, je me rappelle que c'était aussi une question qui me préoccupait, que j'avais posée à ma professeure durant mon cours et qu'on avait parlé, c'était que ça relevait en fait de l'éthique du chercheur, de la chercheuse en tant que telle. C'est sûr que je pense que c'est un équilibre qui peut être fragile, mais qui est important à préserver comme chercheur. Donc, de garder son intégrité, son professionnalisme. Je pense que c'est des qualités qui doivent demeurer. Mais non, j'ai pas lu à ce sujet-là. Par contre, je vous ai présenté, en fait, je vous ai présenté, je vous ai parlé, ouais, je vous ai parlé de l'étude de Moore 2018 qui parlait que 89% des revues rapides avaient été utilisées sur le terrain. Un très petit pourcentage, je pense 2 ou 3%, n'avaient pas été utilisés parce que ça ne correspondait pas aux attentes les résultats ne correspondaient pas aux attentes des décideurs. Donc, il y a quand même un petit pourcentage qui est là, mais je pense que comme scientifique, on a aussi le devoir de préserver cette intégrité. Donc, merci beaucoup, M. Bilodeau, pour la question. Merci, Mme Gouin, pour votre réponse. On irait déjà avec une autre question, de plusieurs questions qui rentrent. Donc, cette fois-là, de Mme Clémence Coupa, qui vous remercie encore une fois pour la qualité de votre présentation et qui vous demande un peu si vous pouvez nous dire peut-être quelques mots sur l'application des méthodes rapides dans d'autres types de synthèse de connaissances. Donc, elle s'interroge particulièrement par rapport au Umbrella Review, donc, ou les Umbrella Rapid Review. Donc, est-ce que c'est quelque chose que vous voyez un peu en ce moment dans la littérature? Puis si oui, est-ce que vous pouvez nous dire peut-être quelques mots par rapport à comment est-ce que ça se distingue peut-être de la review ordinaire? Ouais, j'ai pas vu rien particulièrement sur les Umbrella Review. Par contre, comme je le disais, les Umbrella Review rapides, en fait, c'est juste pour dire qu'on va prendre des décisions pour simplifier les processus. Donc, je pense que tout peut se faire, effectivement, tout peut se faire, mais j'ai pas lu ni vu quelque chose précisément là-dessus. Encore une fois, l'important, c'est que si on prend des décisions d'abréger, il faut être transparent. Faut idéalement l'écrire dans un protocole, le publier, le rendre disponible du moins, puis peut-être en estimer les effets là, de pourquoi on a fait ça, puis quels effets ça peut avoir sur les résultats de notre étude. Merci beaucoup. Puis justement, en lien avec la publication scientifique des résultats des Rapid Review, je me demandais, d'après ce que vous avez pu voir ou d'après ce que vous avez pu lire, euh, c'est quoi un peu l'ouverture présentement des journaux, des revues scientifiques à la publication de ce type de méthode de synthèse des connaissances-là? Donc, vous mentionnez quand même, souvent, il va y avoir plusieurs éléments, plusieurs étapes d'une revue systématique, on va dire conventionnelle, normale, qu'on va peut-être omettre dans une revue rapide. Est-ce que par la suite, ça rend plus difficile la publication des résultats d'un type de revue comme une revue rapide? Est-ce que les réviseurs sont ouverts un peu à des méthodologies différentes? J'ai pas l'impression que le fait
J'ai pas l'impression qu'il y ait une résistance en fait à la publication de ce type de revue-là. Puis c'est pas c'est pas fondé sur les données probantes, c'est fondé sur mes constats que quand je cherche des revues rapides, j'en trouve énormément. Surtout depuis 2020, là, j'en trouve énormément sur une variété de sujets. Donc, je pense pas qu'il y ait de résistance, de réticence. Euh, non, je pense au contraire. Je pense que les gens sont intéressés par le caractère un peu pragmatique de cette méthode de synthèse de connaissances. Euh, la seule chose que je dirais peut-être, c'est que il peut mettre un frein. On a parlé de transparence des méthodes, puis que ça soit accessible aux lecteurs de savoir qu'est-ce qu'on a fait comme choix. Mais des fois, dans les journaux, on est très restreint en nombre de mots. Alors là-dessus, moi, j'encourage, puis ce que j'ai lu aussi, de ne pas hésiter à mettre des annexes quand c'est possible. Donc, si vous me dites, donc d'après peut-être votre expérience, votre perspective, il n'y a pas nécessairement de résistance en ce moment sur le plan dans les journaux pour la publication de ce type d'article-là. Puis on entend bien cette recommandation-là, encore une fois, d'être très, très transparent sur le plan des méthodes qui sont choisies, puis sur les justificatifs derrière ces méthodes-là. Justement, vous nous parliez un peu vous mentionnez tantôt rapidement que Prisma travaille présentement à l'élaboration de nouveaux reporting guidelines spécifiquement pour les revues rapides. Si je vous demandais un peu de manière peut-être un peu plus large dans le domaine, qu'est-ce que vous voyez comme développement avancé ou évolution méthodologique pour les revues rapides? Donc, qu'est-ce qu'on peut espérer, souhaiter ou anticiper en termes de développement de ces méthodes-là? Parce que c'est des méthodes qui sont quand même assez récentes. Puis vous mentionnez entre autres un exemple que sur le plan du reporting, ou de la manière que ces revues-là sont rapportées, il y a des développements qui sont en cours, je crois. Oui, donc effectivement, pour le reporting, c'est en cours. Moi, je pense que ça prend plus d'études qui documentent les effets des méthodes. Donc, comme l'étude de Raymond qui fait des paires, par exemple, mais qu'on le fasse peut-être de façon prospective si possible. Je ne sais pas si ça se fait, mais ça serait intéressant là, qu'on puisse faire un suivi là, dans le temps, qu'on puisse voir s'il y a des différences entre différentes méthodes qu'on choisit de prendre. Je pense que ça, il faut vraiment que ça soit documenté à l'avenir. Donc ça serait une forme de développement. Puis après ça, c'est bien beau, moi, je pense, de faire une espèce de méthode qui one fits for all, là. C'est intéressant, sauf qu'en même temps, les études ils n'ont pas le même contexte, on n'a pas la même population, on n'évalue pas les mêmes types d'interventions. Donc, est-ce que c'est vraiment possible de faire un outil des recommandations qui vont être euh, applicable à tout le monde de la même façon? Moi, je pense que non. Donc, encore là, je reviens à mon élément de transparence dans les méthodes pour qu'on puisse évaluer vraiment la qualité de ce qui a été fait. Merci beaucoup. Donc, on entend encore justement cette idée-là de transparence, puis cette idée-là aussi peut-être d'accepter que les revues rapides, vous mentionnez aussi tantôt, il y a plusieurs modifications qu'on peut apporter. Donc, c'est pas des méthodes qui sont très, très, je ne vais pas dire strictes, mais qui sont très, il n'y a pas d'obligation nécessairement. Donc, à chacune des étapes du processus de synthèse de connaissances, on peut prendre des décisions par rapport à qu'est-ce qu'on retient comme étape, qu'est-ce qu'on retient pas comme étape. Justement, comme vous dites tantôt, toujours en essayant de balancer le temps qui est nécessaire, les ressources qui sont nécessaires et peut-être le pourcentage de perte de validité ou d'erreurs ou de biais qu'on est prêt à accepter dans notre vie. Exactement. On a peut-être le temps pour une ou deux dernières questions. Donc, on a d'autres félicitations qui viennent dans le chat, donc de Mme Isabelle Savard et de Mme Annie Rioux-Dubois, donc qui vous félicitent pour la présentation. On a une autre question qui vient, cette fois-là, d'un spectateur anonyme, en fait, qui nous demande un peu, vous nous parliez souvent, ces revues-là viennent de demandes du terrain, des décideurs. Mais par la suite, souvent, c'est des revues, comme on l'a vu, qui vont être publiées dans des journaux scientifiques, donc qui vont être accessibles par après au reste de la communauté scientifique. Puis en fait, cette personne-là se demande un peu si la multiplication un peu des revues rapides, donc on voit c'est une méthode en émergence, les gens en publient de plus en plus. Est-ce que ça risquerait pas un peu peut-être lui il parle ici dans son commentaire de rendre difficile la circonscription de l'étendue des connaissances sur un sujet, mais est-ce que ça risquerait pas peut-être d'introduire peut-être je veux dire comme ça, peut-être des erreurs ou des biais ou de l'incertitude, de l'imprécision dans ce qui est rapporté ensuite dans le reste, pour le reste de la communauté scientifique? Comment est-ce que vous voyez ça un peu naviguer connaissances scientifiques accessibles à toute la communauté avec des fois des besoins du terrain avec les décideurs dans des milieux très, très précis? C'est vraiment une excellente question. Moi, ce que j'ai lu jusqu'à date, c'est que ça vient vraiment du besoin du terrain. Donc, ça répond aux questions, ça répond
au contexte précis des personnes qui l'ont demandé. Mais encore là, les contextes peuvent être des fois plus larges, hein. On peut parler mondialement des fois. C'est une bonne question auquel des bonnes réponses intelligentes ne me viennent pas spontanément à ce moment. Mais j'ai pas rien lu de particulier là-dessus. Ouais. Donc, on entend que c'est un sujet sur lequel on réfléchit encore par rapport peut-être à la transférabilité de ces connaissances-là dans d'autres milieux, dans d'autres contextes, puis peut-être même un avenue de recherche ou d'études. Donc, comment est-ce que ces connaissances-là, issues des revues rapides, peuvent par la suite peut-être servir à d'autres chercheurs, d'autres équipes de projets qui Mhm. sont proposés? Euh, Au risque de sound comme un broken record, comme dit souvent mon co-directeur, euh, c'est vraiment de bien décrire le contexte. C'est vraiment ça, donc de définir c'est qui la population, s'il y a des, si on étudie par exemple des organisations, de les définir, donner le plus de détails possible pour qu'on puisse à ce moment-là juger de la transférabilité des conclusions. Merci beaucoup, Madame Nguyen, pour votre présentation. Merci également pour toutes les réponses que vous avez données à nos nombreuses questions aujourd'hui. Donc, on a vu votre présentation a fait beaucoup réagir les gens qui ont participé au webinaire. Si votre question n'a pas pu être répondue, vous pouvez contacter, bien entendu, directement Madame Nguyen à son adresse courriel qui est disponible, entre autres, sur le site du RISIC, sur la page de l'événement. Donc, j'en profite en même temps pour vous mentionner que notre dernier webinaire de la saison du RISIC aura lieu la semaine prochaine, donc mercredi le 12 juin, de midi à 13h. Il va être animé par Madame Isabelle Savard, qui est infirmière praticienne spécialisée en soins de première ligne et qui est également candidate au doctorat à l'Université McGill et qui va venir nous parler d'équité en santé. Donc, vous pouvez vous inscrire à ce webinaire gratuitement en visitant le site internet au www.risic.com et vous pourrez également, dans les prochaines heures, revisionner l'enregistrement du webinaire d'aujourd'hui. Donc, encore une fois, merci beaucoup à la Nguyen d'avoir été avec nous. Merci également à toutes celles et à tous ceux qui ont été présents aujourd'hui à notre webinaire. Et on se retrouve peut-être la semaine prochaine pour le dernier webinaire de la saison du RISIC. Merci beaucoup. Bye bye. Merci.